Soyez les bienvenus dans LCI Direct, ravi de vous retrouver en ce mardi où tout est en train de basculer. Sommes-nous en train de vivre les dernières heures avant un face-à-face OTAN-Poutine? Les dernières incursions russes, la dernière date d'hier, ont provoqué une réunion en urgence de l'OTAN ce matin. Les alliés préviennent Poutine désormais. Ils n'hésiteront pas à répliquer. Ils ont réaffirmé leur engagement envers l'article 5, tout un symbole. Écoutons Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Les alliés ont publié un communiqué très sévère. Elles condamnent les actions de la Russie qui mènent vers l'escalade et qui mettent des vies en danger. Les alliés affirment que notre commandement en chef ne bougera pas. C'est un chemin dangereux pris par la Russie, que ce soit intentionnel ou non. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré de notre territoire. La Russie mène à l'escalade. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Les mots sont forts. Pour décrypter ce qui se joue, accueillons le colonel Pierre de Jong. Bonjour colonel, bonjour. Consultant militaire pour LCI. Thomas Misraki, bonjour. Vous êtes grand reporter, éditorialiste international sur LCI. Thomas Friand, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif de l'Institut géopolitique et business de l'ESSEC. Adina Revol, bonjour. Vous êtes essayiste, professeur affilié à Sciences Po, auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen aux éditions Odile Jacob. Colonel, c'est la première fois que j'entends Mark Rutte prononcer de tels mots. Est-ce que face à Poutine, l'OTAN est prête à faire la guerre ? Alors, psychologiquement, probablement, c'est la montée en puissance. Pratiquement, évidemment que non. Enfin, on a des moyens conventionnels absolument incroyables. Il faut savoir que l'OTAN, c'est quand même l'alliance militaire la plus dense, la plus importante, la plus riche. Le problème, c'est que c'est 32 pays, pour commencer. Donc, il y a 32 matériels différents, 32 systèmes différents, etc., etc. Premier point. Et puis, le deuxième point, l'affaire des drones démontre à l'évidence que on n'est pas pris à 100%. Je veux dire que pour l'instant, on avait une menace qu'on a bien vu venir d'Ukraine, on l'a vu monter en puissance, mais bien évidemment, pour l'instant, les Russes jouent dans une catégorie qu'on n'avait pas prévue. Concrètement, c'est une menace, je dirais, asymétrique, parce que le drone, par rapport à un avion de chasse, je veux dire, c'est quelque chose de pauvre avec quelque chose de riche, quelque chose de faible avec quelque chose de très fort. Mais colonel, comment ça asymétrique? Quand on regarde la force, la puissance militaire de l'OTAN face à la Russie, l'OTAN est parfaitement capable de se battre face à Moscou. Non, mais j'ai pas dit qu'il pouvait pas se battre, j'ai dit qu'il pouvait se battre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une menace qui est relativement de bas niveau. Parce que c'est un exemple, ils envoyaient un MiG-31, qui est un avion qui date d'il y a une cinquantaine d'années. Alors l'avion était à peine armé, rappelons-nous, il y avait 3 missiles sous ses ailes, avec des missiles de courte portée, c'était pas des missiles de longue portée. Donc on était sur une démonstration, sur une menace démonstrative, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le cœur du problème. Maintenant, le sujet, c'est l'accumulation des événements depuis 10 jours. Tous les jours, il se passe quelque chose. Oui. Donc ça vient pas de nulle part. Donc on voit bien que chacune des menaces, je dirais successives, elle est toujours différente de la précédente. Un coup des avions, un coup des drones, etc., etc. Donc voilà, on est confronté à ça. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout. Il va falloir vraiment réagir. D'ailleurs, Rutte dans son discours est très clair. À un moment donné, il dit on va apprendre de ce qui se passe. Donc il dit bien que il prend conscience qu'il y a une menace qui approche. Et donc, il va falloir qu'on travaille le sujet sérieusement. Et c'est vrai que l'augmentation des budgets de la défense des différents pays va être consacrée en grande partie, ou en tout cas en partie, à l'acquisition de techniques, de moyens, de compétences pour lutter contre les drones. Il faut créer ce mur de drones. Thomas Misraki, qu'est-ce qui se joue? C'est un face-à-face. Les Russes sont en train, à l'évidence, selon l'OTAN, de tester les capacités militaires de l'Alliance, des 32 pays. C'est son travail à l'OTAN de préparer la guerre. C'est son travail aussi de préserver la sécurité de ses membres, de ses 32 membres. C'est en train de se jouer en ce moment même sous nos yeux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir si l'OTAN est prête ou pas à faire la guerre, parce que elle le sera si c'était nécessaire. On l'espère tous ici que ça ne le soit pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est jusqu'où veut ou peut aller la Russie dans ses provocations et dans ce qui pourrait provoquer un incident susceptible, pardonnez-moi l'expression, mais de mettre le feu aux poudres. Et ça, c'est vraiment ça qui est en train de se jouer en ce moment. C'est le curseur
où est-ce qu'on place ce curseur. Pour l'instant, les Russes respectent les coutumes, si j'ose dire. Quand ils font survoler l'Estonie par leurs avions pendant 12 minutes, ils sont sur la frontière. Mais ils se rapprochent de la ligne rouge, oui, ils mais le ça savent. Ça a toujours existé. Ce qui a changé depuis ces dernières semaines, ce n'est pas tellement les provocations russes ou les provocations des uns et des autres, parce que toutes les parties le font, cela. Mais c'est le contexte. Le contexte a radicalement changé. La prise de position polonaise a changé les choses. Les prises de position récentes d'autres pays comme la Finlande, l'Estonie, la semaine dernière, et tous ces autres pays changent radicalement le rapport de force et le rapport de contact entre d'un côté les membres de l'OTAN et de l'autre la Russie. Thomas Friand. Oui, on est dans ce moment un peu charnière. On a l'impression que les tests militaires, politiques, avec ces incursions russes se multiplient. Tel que Thomas l'a décrit, c'est-à-dire avec la volonté d'aller sonder la réactivité des défenses aériennes et les lacunes qu'on a pour l'OTAN. La volonté aussi, dans les tests militaires, de pouvoir incorporer des avions espions qui observent. C'est ce qui s'est passé en Estonie. On a détecté un IL-20M qui permettait, en plus des chasseurs, de sonder ce qui se passait et de tester aussi l'aptitude des Européens, de l'OTAN, à faire face à la menace drone, qui est une menace spécifique, une menace asymétrique, comme vous l'avez dit. Et au-delà du test militaire, il y a la démultiplication des tests politiques, avec la réaction de l'OTAN qui est en jeu, une réaction de l'OTAN où on sent bien que la Russie cherche aussi à humilier l'Alliance, d'une certaine manière, pour voir jusqu'où les nerfs tiennent, avec au fond un enjeu très simple, c'est la solidarité entre les alliés, et comme variable principale de l'équation, l'inconnu, c'est l'inconnu Trump. Ce qui est intéressant dans les propos que Mark Rutte a tenus tout à l'heure et que vous avez diffusés, c'est que Mark Rutte, on a appris à le connaître en tant que Premier ministre néerlandais, et on a appris à le reconnaître en tant que secrétaire général de l'OTAN, et dans cette deuxième configuration, on a bien compris quel rôle il joue, c'est-à-dire porte-parole plus ou moins habile de la Maison-Blanche. Et là, qu'il rehausse le niveau de langage, qu'il montre un caractère un peu martial, ça veut dire que soit il a des consignes de Washington pour être beaucoup plus ferme sur la ligne à tenir, soit qu'il imite Donald Trump, c'est-à-dire qu'il fait de l'esbrouf. Dans aucun des deux cas, c'est parfaitement rassurant, puisqu'on voit que militairement et politiquement, les tests opérés par la Russie, petit à petit, nous amènent vers cette bascule que Thomas a très bien décrit à l'instant, c'est-à-dire nous rapproche du moment où l'incident permettra de mettre le feu au poudre. Adina, on poursuit ce débat évidemment avec vous. À la lumière de ce qui se passe, une réunion d'urgence de l'ONU, je vous l'ai dit, qui s'est tenue ce matin, quelques heures seulement après l'attaque la plus grave contre les infrastructures d'un pays de l'OTAN. C'est ce que dit le Danemark. Copenhague dénonce une nouvelle intimidation de Moscou. Tout incrimine Poutine, même si le Kremlin nie. Regardons ce que dit la première ministre danoise, qui déclare faire face à un risque de sabotage important. Ce que nous avons vu hier soir est l'attaque la plus grave contre les infrastructures critiques danoises. À ce jour, nous allons vous expliquer précisément et décrypter ce qui s'est passé hier soir. Grâce à vous, Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Bonjour. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans le ciel du Danemark. Il y a eu cette nouvelle alerte aux drones en Europe, le Danemark, mais aussi la Norvège. L'alerte a commencé, Marie-Aline, quand l'aéroport de Copenhague a repéré 3 ou 4 grands drones le survolant hier soir, peu après la tombée du jour. La police a choisi de ne pas les abattre en raison de la concentration d'avions, de personnes et d'habitations présentes dans la zone que vous pouvez observer sur cette carte. Mais l'aéroport a bien été fermé, lui, à partir de 20h30 pour rouvrir 4 heures plus tard, à minuit 20, une fois les drones disparus. Bilan de l'incident, 31 vols détournés sans annuler et des perturbations pour 20 000 passagers. Un peu plus tard dans la soirée, c'est l'aéroport d'Oslo qui a été fermé de minuit 30 à 3h30 du matin après que 2 drones ont été repérés à sa proximité. Les polices des 2 pays collaborent dans l'enquête. Laura, sait-on formellement qui se cache derrière ces drones ? Selon la police danoise, qui s'est exprimée tôt ce matin en conférence de presse, ce n'est pas le fait d'un acteur amateur, mais au contraire compétent. Un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans la bouche de l'inspecteur. Écoutons-le. On l'écoute, il dit évidemment qu'il y a des indices qui montrent qu'il y a un acteur principal derrière ce qui s'est passé hier. Et qu'il est compétent. Et ce mot revient 2 fois, c'est important. Il est compétent, cet acteur, dit-il, mais il dit aussi « je ne sais pas lequel, je ne sais pas quel est-il ». Mais il reconnaît, toujours dans cette conférence de presse, que ces drones ont peut-être
pu décoller d'un bateau. L'aéroport de Copenhague, regardez ma carte, est situé en bordure de l'eau sur la côte du détroit de l'Øresund, entre le Danemark et la Suède. Et il reconnaît également, cet inspecteur de police, qu'à n'importe quel moment, des navires en chemin vers ou depuis la Russie peuvent se trouver dans ce détroit. La première ministre danoise a, elle, été plus directe quand elle s'est aussi retrouvée face aux journalistes. Écoutons-la. Je ne peux en aucun cas exclure qu'il puisse s'agir de la Russie. Nous avons vu des drones au-dessus de la Pologne qui n'auraient pas dû être là. Nous avons constaté une activité en Roumanie. Nous avons constaté des violations de l'espace aérien estonien, des attaques de pirates informatiques dans des aéroports européens ce week-end. Et maintenant, il y a eu des drones au Danemark. Et il semble qu'il y en ait eu aussi à Oslo et en Norvège. Je ne peux donc rien dire d'autre que, à mes yeux, il s'agit d'une attaque grave contre des infrastructures critiques danoises. Laura, on l'a dit, ces incursions russes interviennent dans un contexte extrêmement tendu entre l'OTAN et la Russie. D'ailleurs, l'OTAN a organisé en urgence une réunion ce matin. Réunion convoquée à la demande de l'Estonie après l'intrusion survenue dans son ciel vendredi dernier, souvenez-vous. 3 avions de chasse russes MiG-31 qui sont restés pendant 12 minutes. Cette réunion s'est tenue dans le cadre de l'article 4 de l'OTAN qui prévoit, vous le savez, des consultations entre alliés en cas de menace sur un des membres. Un format déjà convoqué à la demande de la Pologne il y a 15 jours seulement après l'incursion des 19 drones russes dans son espace aérien. À l'issue de cette réunion, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, s'est exprimé. Il a accusé la Russie, vous l'avez entendu tout à l'heure, de mener à l'escalade. Il a aussi vanté les capacités de réponse de l'organisation. On l'écoute. C'est un chemin dangereux pris par la Russie, que ce soit intentionnel ou non. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré de notre territoire, dans les airs, sur terre, dans les mers. Nos pilotes sont très bien entraînés et feront ce qu'ils ont à faire pour lutter contre ces incursions. L'OTAN a été fondée pour cela et entraînée pour cela. C'est un chemin dangereux pris par la Russie, nous dit Mark Rutte. Merci Laura, parce que vos informations nous permettent clairement de poser les enjeux. Adina Revol, nouvelle incursion grave dans le ciel otanien, direction le Kremlin, si on suit le regard et on se demande à qui profite le crime. C'est la tactique du salami en fait, c'est rien de nouveau, c'est ces petites incursions, ces petites actions en fait, et comme vous l'avez rappelé colonel, en fait avec des drones, donc en fait on n'est pas à la menace suprême, on est en train de provoquer ici ou là en fait avec des drones, comme on l'a fait en Pologne, en Roumanie, des cyberattaques, et puis il y a aussi l'attaque politique, parce qu'il ne faut pas oublier que ce dimanche il y a des élections en République de Moldavie et Poutine, il a lancé l'armada de la désinformation et également 300 millions d'euros pour acheter des voix. Et c'est essentiel parce que s'il prend le pouvoir avec les pro-russes en République de Moldavie, en fait, il a une rampe de lancement pour attaquer la Crimée. Et donc, en fait, le Kremlin va être sous le flanc est de l'OTAN parce qu'il ne faut pas oublier que la République de Moldavie a une frontière avec la Roumanie et pas loin de Constanța, de la base de l'OTAN à Constanța. Donc, on est vraiment dans une augmentation crescendo de ces petites provocations, mais on n'est pas encore au point de rupture. Mais les petites provocations du Kremlin vont continuer parce que c'est vraiment la tactique de base du Kremlin depuis les années 40. Ils sont très habitués. Poutine n'a rien inventé. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous, on a décrété l'industrie de guerre depuis 3 ans, mais finalement, on est complètement à découvert sous les drones. Et donc là, les Russes, ils ont fait beaucoup de progrès, notamment grâce aux Iraniens, depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Et nous, pour le moment, on n'y est pas encore. Oui, c'est ce que nous disait le colonel Pierre de Jong, Thomas Friand. Oui, pour revenir à ce qui s'est passé à Copenhague, dans le prolongement de ce qu'Adina vient de dire, c'est que ce qui est ciblé, ce sont les infrastructures critiques. Ce qui change, a priori, ça n'est pas... Il y a le contexte, Thomas en a parlé à l'instant, mais il y a quelque chose encore un tout petit peu différent, c'est que le ciblage d'infrastructures critiques, c'est quelque chose de récurrent, de durable, de la part de la Russie depuis 2014. Il y a eu des rapports récents qui sont sortis sur le fait qu'il y a plus de 200 attaques de guerre hybride qui se sont produites dans cette décennie-là. D'ailleurs, l'Allemagne a été, pendant cette période-là, la première cible des sabotages industriels et des attaques d'infrastructures critiques. Toute l'Europe en a pour son grade. La France, elle est plutôt ciblée par des menaces informationnelles, mais dans l'ensemble, c'est pas un phénomène qui nous est parfaitement étranger. Ce qui est nouveau,
c'est de la même manière qu'on l'a vécu pour les attaques d'ordre informationnel dans les 2 dernières années, c'est qu'on attribue la menace, l'attaque à la Russie de façon beaucoup plus explicite, beaucoup plus directe. On a vécu ça pendant les 3 dernières années passées, le fait que de plus en plus les attaques cyber, les attaques informationnelles étaient attribuées à la Russie. Et bien là, de la même manière pour les attaques de nature aussi sur les infrastructures, on attribue de façon beaucoup plus directe la chose au Kremlin. Et ça permet, pour reprendre votre point sur le côté très tardif de la mise en route d'une économie de guerre, de réaugmenter le niveau d'alarme sonné aux populations européennes, aux dirigeants économiques européens, pour dire nous devons nous tenir prêts, et c'est un défi aussi pour notre appareil industriel. Et donc le fait d'attribuer la menace à la Russie de façon beaucoup plus régulière, fréquente, y compris quand elle cible des infrastructures critiques, c'est aussi une façon de réveiller le tissu économique pour pouvoir faire face à cette guerre hybride qui nous est déjà déclarée, qui nous est déjà menée par le Kremlin. Et au-delà d'hybridité, où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est le modèle russe, évidemment, à 100%. Mais au-delà de ça, on est sur un modèle asymétrique. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous, parce qu'on pensait avoir à faire une menace qui soit, je dirais, équilibrée, puisque l'OTAN, face à l'armée russe, je dirais, c'est des lourds contre les lourds, pour faire court. Et là, en fait, il déclenche contre nous un modèle, à mon avis, on n'était pas prêt à ce modèle-là. C'est un modèle asymétrique. En fait, le faible, c'est eux. Très concrètement, les avions, encore une fois, n'étaient pas surarmés, ils tangentent, et puis les drones, que je sache que les drones qui ont été tirés ou qui ont été envoyés sur la Pologne n'étaient pas des drones armés. Donc on voit bien qu'ils sont sur un modèle extrêmement bas et qui fait qu'on est désarmé, parce que comment avoir une réplique militaire quelle qu'elle soit face à quasiment des maquettes. Il faut savoir que c'était quasiment des maquettes. Donc en fait, ils créent quelque chose, ils créent une espèce d'angoisse, une espèce de stress généralisé qui fait qu'on n'est pas armé aujourd'hui, on n'est pas préparé à ça. Et là, les Russes sont très forts, parce qu'ils nous amènent sur un terrain qui était, on peut faire décoller des tonnes d'avions, l'OTAN est supérieur en nombre, en qualité, en volume à la Russie. C'est pas le problème. Le problème, on n'est pas adapté à la menace qui est totalement asymétrique. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Alors la Russie affirme ne pas être impliquée dans le survol de drones à Copenhague. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Écoutons-le. Honnêtement, cela conduit à ce que la suite de ces déclarations ne soit plus prise en considération, car à chaque fois, nous entendons des accusations sans fondement. Eh bien, probablement, des personnes qui occupent des postes à responsabilité ne devraient pas faire de telles accusations sans fondement à chaque fois. Alina Revol, on n'a pas le sentiment que les déclarations de l'OTAN sont de nature à faire peur à la Russie ? Mais non, parce qu'en fait, on paye d'une certaine façon les pots cassés du fait qu'on n'a pas voulu humilier la Russie. Donc, ils n'ont pas peur, parce que depuis 3 ans, on met des limites à l'Ukraine. Et donc, ils voient bien que, d'une certaine façon, on veut toujours garder la porte ouverte pour des futures relations avec la Russie. Et Donald Trump va dans ce sens, en fait. Donc, du coup, c'est eux, ils sont très tranquilles, en fait, au Kremlin. Et d'une certaine façon, ils testent aujourd'hui l'engagement de Donald Trump, qui, depuis le 20 janvier, est clairement un désengagement vis-à-vis de l'Ukraine et également vis-à-vis des Européens. Parce que si vous regardez la situation de manière très rationnelle, qui paye aujourd'hui des droits de douane supplémentaires? C'est les entreprises européennes. Oui. Ce ne sont pas les entreprises russes. Donc en fait, qui est traité donc enfin, il traite toujours ses alliés européens des surnoms très courtois, et alors que c'est son ami Vladimir Poutine. Donc il y a quand même une discrépance au moins dans la présentation publique entre amis et ennemis. Et dernier point peut-être qui est intéressant, c'est que Trump et Poutine ont la même vision du monde, en fait, le même rapport de force. Et donc Poutine se sent d'une certaine façon puissant dans ce monde. On sent qu'il y a beaucoup de condescendance de la part de Donald Trump, et c'est pour ça que ce sera très intéressant d'écouter dans quelques minutes le discours de Donald Trump au siège de l'ONU, qui sera un discours de politique générale. On va voir ce qu'il va dire face à la Russie, face à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut encore compter sur le président américain, Thomas Friand ? Moi, j'ai des doutes extrêmement graves sur son soutien. Je dis souvent que d'une certaine manière, et ça m'écorche la bouche de le dire, mais que l'OTAN est déjà morte, simplement, c'est comme la mort de Staline. Ça sera coûteux pour celui qui va l'annoncer. Vos mots sont forts, Thomas Friand. Oui, parce que de facto, on a une alliance qui peine à qualifier de façon précise et unanime la réalité d'une menace qui va croissante, qui va en s'intensifiant en fréquence et en gravité.
et qui peine à soutenir le principal rempart de l'Alliance face à la menace russe, qui est l'Ukraine. Donc, et d'ailleurs, on le voit, vous l'avez très bien documenté lorsqu'il y a eu ces réunions à Washington et le sommet d'Anchorage, c'est que les alliés européens sont obligés de se contorsionner pour obtenir des sanctions de la part de Washington, ce qui paraît être l'élément essentiel quand on veut mettre la pression sur Moscou pour obtenir un accord de paix. Ils sont obligés de se contorsionner pour faire émerger l'idée de garantie de sécurité. Ils sont obligés de se contorsionner pour échafauder l'idée même d'un pilier européen de l'OTAN qui soit plus robuste, plus autonome. Et à force d'être dans ce corset, qui à nouveau a toute sa légitimité historique, mais qui a perdu toute sa légitimité politique, parce que précisément, il y a eu une rupture extrêmement profonde dans la politique interaméricaine qui explique la situation, et bien à force de se contorsionner dans ce corset-là, on en vient à perdre de vue ce qui fait réellement notre défense et notre capacité à dissuader la Russie. Et on en paie les pots cassés aujourd'hui.